Bonjour à tous, merci d'être venus à mon slot et bienvenue à Comment j'ai encadré les comptes AWS de mes mignons. Avant de commencer, deux publicités mensongères. Première publicité, j'ai perdu mon paquet de clopes dans le jeu à boules. Si vous le retrouvez, je vous en serai très reconnaissant. Deuxième publicité mensongère, à la fin, il y a un QR code pour gagner la DeLorean qui est tout en bas. Donc n'hésitez pas à le scanner pour voir si vous avez gagné. Bref, c'est parti. Je m'appelle Olivier Pietremont, je suis ingénieur IT chez Xebia, que j'ai intégré en 2016, et je m'occupe de l'infrastructure informatique interne de la société. Pour commencer, je vais vous parler un peu d'histoire, qui est sans doute commune à beaucoup d'entreprises. En 2010, il y a le premier projet Full AWS qui est mené à bien chez Xebia. Et en 2011, beaucoup de Xebians sont très intéressés par les outils AWS. Les gestionnaires de comptes chez nous, ce sont les experts AWS. On a une interaction assez binaire dans le processus de création. Je peux avoir un compte, le voilà. On n'a pour l'instant seulement que deux comptes. Un compte bac à sable, sur lequel tous les Xebians peuvent s'entraîner sans restriction. Il faut quand même qu'ils aient une utilisation assez raisonnable, et un compte de production sur lequel nous avons déployé nos ressources internes. Donc le processus de création dépend de la disponibilité de ces gestionnaires. Moi, j'arrive en renfort en 2016. La société a quand même bien évolué, et aujourd'hui, en 2016, pardon, nous avons beaucoup de comptes différents. Nous avons toujours le compte bac à sable, le compte production, des comptes de projet, des comptes utilisés à des fins de formation. Aussi, l'accueil des nouveaux arrivants a évolué. Et on invite beaucoup nos nouveaux Xebians à tester sur AWS. Donc, il demande à son manager s'il peut avoir un compte, le manager le valide, voit avec les admins s'ils peuvent avoir un compte, et généralement, ça me revient. Je crée le compte, je lui envoie les informations par mail. Il y a un petit problème, c'est que les comptes existants ont déjà énormément de ressources déployées. Et cette situation rend le suivi très compliqué. Finalement, on arrive à un état difficilement contrôlable. Les ressources s'emballent. Nous avons donc énormément de ressources déployées sur nos comptes, des ressources diverses et variées parmi lesquelles beaucoup de comptes utilisateurs obsolètes. Alors, ça peut être des utilisateurs qui sont partis, qu'on a oublié de supprimer, des comptes de test qui sont là et on ne sait pas trop à quoi ils servent, ou encore des comptes de service. On a aussi beaucoup de ressources inutilisées, des ressources qui ne sont pas supprimées ou mal supprimées. On a aussi des ressources résiduelles qui continuent à fonctionner. Enfin, on a des ressources qui manquent d'identification. Sur AWS, vous avez les tags et ils sont omis, soit par oubli, soit par manque de connaissances ou de pratique. Puis on a la comptabilité. Elle a besoin de visibilité. La comptabilité, elle veut faire de l'analytique. Le problème, c'est que notre compte bac à sable est le compte qui possède la majorité des ressources déployées. La facture, elle est un peu dense. Voilà un exemple un peu confus, et notamment pour un non-initié. Certaines ressources déployées sont refacturables. Par exemple, des POC à disposition de nos clients. Malheureusement, elles se perdent dans la masse et ne sont pas refacturées. Puis, la comptabilité, elle veut dispatcher ses dépenses AWS suivant ses centres de coûts. Mais comme on a vu tout à l'heure, on a énormément de ressources, elles sont mal identifiées, donc difficilement regroupables. Enfin, il nous manque certains garde-fous. Le plus classique, nous n'avons pas suffisamment d'alertes. Le plus classique, c'est les oublis. Et les oublis d'expérimentation, souvent, ça utilise des ressources qui coûtent cher. Donc, ça nous coûte cher.
On a aussi, sur la partie surveillance des comptes en cas de piratage, on a les basiques, la double authentification, on n'utilise pas les comptes routes, mais il nous manque des surveillances quant à la création massive de ressources ou les pics de consommation suite à une faille. Et enfin, on ne maîtrise pas le budget. Il faut savoir que l'estimation d'un compte bac à sable, c'est extrêmement compliqué. OK. Branle-bas de combat, que faisons-nous? Finalement, redéfinissons nos besoins. Qu'avons-nous besoin, que cherchons-nous comme solution? Nous avons besoin de gérer des comptes AWS. La gestion de comptes AWS, c'est quoi? C'est créer des comptes AWS, pouvoir retrouver l'accès et avoir accès aux informations liées à ce compte, l'ID et ainsi de suite. On veut que ça soit fait de manière efficace. On veut un procédé simple d'utilisation, simple et facile d'utilisation. Et par exemple, utiliser notre moyen de communication interne. On ne veut pas d'installation, pas de manipulation. On veut encadrer l'utilisation de ces comptes AWS. On veut définir des règles d'utilisation, les appliquer et garder le contrôle en cas de besoin, par exemple en cas de piratage. On veut aussi contrôler leur budget. On veut définir un budget type par compte et surveiller les dépassements au travers d'alertes. On ne veut pas de ressources en local, pas de script, pas de serveur dédié. Tout doit se faire de manière automatisée. Et surtout, chez les mignons, ils adorent les bananas. Pour nous, les bananas, c'est des technos qui pétillent, du hard, du fun, du peps. Alors, nos confrères de chez Whiskel nous parlent d'un script qu'ils utilisent en interne. On se dit, chouette, on va le tester. C'est de l'infra code. Eux, ils utilisent Ansible et Terraform. On a donc l'utilisateur qui nous envoie une clé GPG, qui sera utilisée pour le chiffrage du mot de passe à la fin du processus de création. Ansible fournit la liste des consultants et les clés GPG associées. Et Terraform provisionne les comptes AWS, stocke l'état des comptes dans base de données et envoie ensuite l'information par email à l'utilisateur. Donc on adapte le script de nos confrères de chez Whiskel. Mais le plus important, c'est qu'on change de paradigme. Un compte par utilisateur. Et l'utilisateur est le seul responsable de son compte. On supervise l'ensemble par notre compte de facturation. Donc, l'utilisateur m'envoie les informations et me demande le compte. Le compte est créé par le script. Malheureusement, tout n'est pas totalement automatisé. On a encore beaucoup d'étapes manuelles dans le processus de création et certaines ne sont pas évidentes pour tout le monde. Premier bilan. Nous avons pu créer un compte AWS. Très bien, c'est ce qu'on voulait. Par contre, le processus est long et parfois compliqué et il y a certaines étapes qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. On a réussi à encadrer le compte AWS avec des règles d'utilisation ou en assumant un rôle, mais on a quand même besoin d'une intervention sur la console pour l'administrateur. Pareil pour le budget. On a un budget, il surveille à la création du compte, mais on a toujours besoin d'intervenir sur la console. Par contre, le script, il se lance en local, généralement depuis mon poste ou depuis le poste d'un admin. Et l'utilisateur doit aussi produire sa clé GPG pour que le processus puisse se faire. Par contre, c'était fun de travailler avec les technos Ansible et Terraform. Vraiment enrichissant. Bon, on s'est dit que tant qu'à faire de l'infra as code, pourquoi ne pas utiliser les outils mis à disposition par AWS? OK. Qu'avons-nous besoin pour déployer notre outil sur AWS? On a besoin de CloudFormation avec Serverless. CloudFormation va provisionner l'ensemble de nos ressources sur AWS et Serverless va déployer les différentes stacks CloudFormation nécessaires à l'installation de notre outil. On va utiliser des lambdas et des step functions. Les lambdas vont nous servir à exécuter notre code métier. Et les step functions vont coordonner les ressources, ici principalement des lambdas, pour arriver à exécuter les actions demandées.
On utilise DynamoDB parce qu'on a besoin de stocker de l'information en base de données, et on utilise DynamoDB pour sa performance. Notre code métier, il sera en Python. Donc on va utiliser le SDK AWS Bodo 3. Et enfin, on va utiliser l'Exbot sur Slack. Il faut savoir que chez Xebia, Slack, c'est l'outil de communication interne. Et donc, on utilise un chatbot qui va être connecté sur Slack pour la partie interaction avec l'outil. OK, c'est parti. Donc, je suis un nouvel arrivant. Dans mon package de nouvel arrivant, j'ai accès à ma messagerie professionnelle et mon manager m'a envoyé une invitation sur notre outil de communication préféré. Bien évidemment, quand j'ai eu accès à mon Slack, il m'a expliqué qu'il y avait un bot qui était là pour la création de mon compte AWS. Très bien. Ce bot est en anglais, donc on va lui parler en anglais. Hi. Voilà. Alors, je suis peut-être un poil trop zoomé. Voilà. Donc, je m'appelle Automatique, enchanté, et le bot me propose justement de gérer mon compte. Parfait. Suivons les instructions. Très bien. Là, pour mon compte, il me propose qu'un seul choix. Je suis tout nouveau, je n'ai pas de compte AWS, et ben, je vais créer mon compte. Bien évidemment, vu que c'est une création de compte qui inclut des frais et ainsi de suite, je demande quand même une confirmation. Ça peut être une erreur de la part de l'utilisateur. Très bien. Je le confirme et le bot me dit qu'il a exécuté il a lancé le process de création et il va me fournir l'ensemble des informations par email. Le problème, ce qui n'est pas vraiment un problème, c'est que ça prend un peu de temps. Donc pendant ce temps-là, on va continuer la présentation. Très bien. Je vous parle depuis tout à l'heure de compte AWS. Chez nous, qu'est-ce qu'est un compte AWS? C'est un compte AWS. Merci. Au revoir. Non. C'est un compte AWS. C'est un compte personnel et individuel. Il est créé avec l'adresse professionnelle de l'utilisateur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il en est le responsable. Lors du processus de création, on va créer un utilisateur IAM, administrateur du compte, qui peut se connecter à la console, parce qu'on n'utilise pas le compte route. Et à partir de cet utilisateur, le nouveau Xebian va pouvoir créer l'ensemble des ressources dont il a besoin. Vu qu'on est sympa, on lui donne aussi un sous-domaine, nom d'utilisateur.techx.fr, et on lui délègue, s'il a besoin d'exposer des ressources sur Internet, de créer des certificats, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la partie visible pour l'utilisateur. Nous, on a aussi une partie administration. On va créer un budget. En amont, on aura défini un budget type par compte. Et donc, à la création du compte, on va automatiquement créer un budget du montant défini et on va automatiquement surveiller le compte pour éviter tout dépassement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce budget-là, il est modulable. C'est-à-dire que l'utilisateur a un compte de base, mais en fonction de ses besoins, le compte est par la suite augmenté. Un accès admin, bien évidemment, même si on fournit l'outil à l'utilisateur, on doit avoir le contrôle dessus. Je ne sais pas, l'utilisateur est en vacances, il se fait pirater son compte, on a besoin d'y accéder, on garde le contrôle. Et enfin, des règles d'utilisation. Alors les règles d'utilisation, elles sont utilisées via AWS Organization. C'est le même principe que le LDAP. Vous avez des unités d'organisation, et à ces unités d'organisation, vous allez appliquer des règles d'utilisation. Ces règles d'utilisation, elles peuvent bloquer certaines ressources, elles peuvent bloquer certaines régions. Bien évidemment, par la suite, vous pouvez affiner en fonction de votre besoin ces règles. Et ces règles peuvent être appliquées de manière globale ou de manière individuelle. Selon vous, c'est selon ce dont vous définissez. On le verra un peu plus tard en détail. Très bien. On croise les doigts. Est-ce qu'il a fini sa création?
j'ai reçu deux nouveaux mails. Un mail d'AWS, c'est cool, mais un mail ici de connexion. On a deux choses. Ici, on a un alias qu'on a généré directement sur le compte. Et en dessous, on a notre utilisateur avec son mot de passe. Eh bien, profitons-en. On va se connecter. Ça va plus ou moins vite en fonction de votre connexion Internet. Vu qu'on est sur la création d'un nouveau compte, bien évidemment, le mot de passe, on le redéfinit à la première connexion. Donc, ce compte est lié à la facturation AWS. Je n'ai pas besoin de CB, tout est payé par le compte route, qui est notre compte de facturation. Ici, pour faire simple, on va s'intéresser à CloudFormation, parce qu'on le verra plus tard, toutes les ressources sont créées au travers d'une stack CloudFormation. Par contre, nous, on bosse en Irlande, donc on va les voir en Irlande. OK. J'ai cliqué, ouais, c'est bon. Ah, j'ai une stack qui a été créée. Et cette stack, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous épargne les détails. Elle nous dit que nous avons créé donc un alias à notre compte, une zone DNS, donc omatic.techx.fr, on l'a ajouté au compte et on a un utilisateur IAM. Ça, c'est notre besoin chez Xebia. Bien évidemment, on peut créer d'autres ressources en fonction du besoin de chacun. OK. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant notre bot? Parce que maintenant, on a un compte AWS. Il ne va pas nous proposer la création d'un compte. Ça ne fonctionne pas chez AWS. Donc, toujours pareil, il me propose de gérer mon compte. OK, c'est cool. Ah, il me propose deux choses. De récupérer, resetter mon mot de passe ou de récupérer des informations par rapport à mon compte. Donc, le reset de mot de passe, pareil, confirmation, action du bot, envoie des informations par email, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, j'ai un nouveau mail. OK. Voilà, donc il y a les informations, je vous passe les détails. C'est le même principe. On rajoute juste une petite information. Si on n'est pas l'auteur de cette demande de reset de mot de passe, il y a peut-être un compte Gmail qui a été piraté. OK. Alors, pour des soucis de confidentialité, je ne vous montrerai pas mon beau compte de facturation principale, mais on va passer sur certaines fonctionnalités. Là, vous avez la fonctionnalité de budget, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous avez deux types d'alertes, les budgets à un instant T et les budgets estimés à la fin du mois. En fonction du montant que vous avez défini, il vous alertera dans les deux cas. Le premier se déclenche à un instant T, le deuxième se déclenche avec la prévision. Ici, nous avons AWS Organization, avec sur la gauche notre arborescence d'unités d'organisation. Tous nos comptes sont chez nous automatiquement intégrés à Individuals. Et quel est l'intérêt de cet outil? C'est que derrière, on ajoute une police de sécurité qui nous permet donc de définir ici deux choses. Vous avez le premier bloc qui interdit l'utilisateur de supprimer le rôle admin que l'on installe sur le compte, bien évidemment, pour éviter de perdre l'accès. Et là, on a mis une règle de sécurité qui empêche l'utilisateur de se connecter sur les plateformes ASI d'AWS. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça serait intéressant d'en voir un peu plus. Donc voici le schéma. L'utilisateur est sur Slack, il contacte le bot lance deux lambdas, et ces lambdas vont exécuter des step functions et interagir avec les bases de données pour écrire ou pour lire les informations principales. Voici par exemple la step function de la création du compte.
Donc on a le compte qui est créé. On a les ressources qui sont créées en interne au travers d'une stack CloudFormation qui est lancée sur le compte nouvellement créé. On crée le budget. Et si la création du compte s'est bien faite, on envoie les informations par mail. Ici, comme on a vu tout à l'heure, on a notre stack CloudFormation avec les différentes informations. Pareil pour le mot de passe. On reset le mot de passe. Si le process est correctement exécuté, on envoie les informations par mail. Très bien. Par rapport au bilan, maintenant, on peut gérer un compte. Comme on a vu tout à l'heure, gérer un compte, c'est créer, récupérer les accès ou avoir des informations sur ce compte. Cet outil est simple comme une communication avec un chatbot. On suit les instructions, ni plus ni moins. L'encadrement, on garde le contrôle toujours de notre compte. Et si on a défini nos règles d'utilisation en amont, les règles sont de manière automatique appliquées sur le compte qui sera déplacé dans l'unité d'organisation. Pareil pour le budget. On a défini un montant à la base et le budget est automatiquement créé, la surveillance est automatiquement faite dès le début de la création. Ici, l'ensemble des ressources sont déployées sur AWS. On n'a besoin d'aucune autre ressource et on n'a aucun script pour l'utilisation, on en a juste utilisé pour la phase d'initialisation d'installation. Et enfin, c'était cool de travailler avec tous ces outils. On a pu monter en compétences, on a pu voir le large panel d'outils proposés par AWS. C'était bien fun. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet outil et globalement de cette présentation? Ce qu'il faut savoir, c'est quand votre nombre d'utilisateurs devient significatif, vous devez arrêter de penser monocompte et penser AWS et une gestion multicompte. La gestion multicompte, elle permet la responsabilisation de vos utilisateurs à l'utilisation des ressources AWS, qui ont un coût, somme toute importante, en fonction de l'utilisation. Et surtout, ils conservent leur liberté d'expérimenter. Rien ne vous empêche, par la suite, d'encadrer cette utilisation. Nous, notre outil, elle répond à un besoin de gestion de compte individuel, de manière autonome et automatisée, tout en gardant et à la fois le contrôle du compte et la maîtrise du budget. Très bien. Cet outil, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, cet outil, on peut l'adapter à plusieurs types de comptes. Je vous ai parlé de comptes projet, de comptes clients, de comptes de formation. C'est bien d'automatiser toutes ces créations. On peut aussi intégrer nos comptes AWS à un SSO tel que Active Directory pour pouvoir gérer l'ensemble des comptes utilisateurs. Et enfin, on peut adapter cet outil à tout type d'environnement Azure, GCP et autres. Enfin, je tiens à remercier une personne en particulier, Jérémy Pinsol, qui a été mon mentor sur ce projet. Et il m'a fait découvrir toute la puissance des outils cloud AWS. Pour gagner la DeLorean, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, un grand merci. Merci pour la présentation. Du coup, j'avais deux questions. Combien avez-vous d'utilisateurs? Parce que si vous créez un compte par utilisateur, à un moment donné, ça va... Alors, le nombre d'utilisateurs a peu d'importance. Vous n'êtes pas facturé sur le nombre d'utilisateurs, vous êtes facturé sur les ressources qu'ils vont consommer. Donc que vous ayez un compte un monocompte avec, je ne sais pas, une centaine d'utilisateurs IAM, ou que vous ayez 100 comptes AWS qui vont chacun utiliser leurs ressources, vous allez vous y retrouver. Nous, aujourd'hui, on a à peu près 120 utilisateurs AWS et sur la partie multi-compte, on doit avoir 90 comptes qui ont été créés. Parce qu'entre-temps, certains utilisateurs n'ont pas renouvelé le process. Ok, et du coup, vous avez parlé de création de compte, mais au niveau du décommissionnement, ça se passe comment? Est-ce que l'utilisateur aussi doit... Non, le décommissionnement, vous êtes obligé de passer par le compte route.
Vous n'avez pas d'autre choix. AWS Organization vous interdit de sortir un compte de l'organisation s'il n'y a pas de moyen de paiement dessus. Donc, vous devez récupérer l'accès au compte et le terminer. Oui, mais ça, c'est la partie technique, mais la partie, le fait que le collaborateur parte, par exemple. Le compte, il n'est plus utilisé, du coup, est-ce qu'il y a aussi enfin, les lambda, les step functions pour supprimer les ressources qu'il y a sur le compte, etc. Non, malheureusement, Alors, on peut supprimer les ressources sur le compte, mais le compte sera toujours utilisé. Voilà, on a une faible partie, mais une partie qui sera quand même consommée. Maintenant, le plus simple, c'est dans le processus de suppression du compte, on récupère l'alias du compte utilisateur, l'adresse mail, on se connecte sur le compte, on reset le mot de passe et on fait ça à la main. Du coup, j'ai encore une autre question. Là, les utilisateurs, comment vous contrôlez réellement les permissions qu'ils vont mettre sur les ressources? Par exemple, si les buckets S3 sont publics ou pas, ou sur... Alors, grâce au SCP, vous pouvez rendre obligatoire certaines configurations par rapport aux ressources. Vous pouvez obliger de crypter les ressources, de contrôler certains accès. Ensuite, au niveau de l'utilisateur, vous allez l'accompagner. Vous n'allez pas lui donner un compte sans lui expliquer quelles sont les règles primordiales de sécurité. Voilà, vous avez une partie quand même d'accompagnement pour l'utilisateur. Après, sur la partie gestion du budget, nous, déjà, ça nous permet d'avoir une première visibilité sur la façon de gérer le compte par l'utilisateur. Si un utilisateur crée, je ne sais pas, 100 instances et les laisse tourner, vous allez très vite avoir une alerte rouge. Et comme ça vous permet derrière de réexpliquer les méthodes de fonctionnement et les bonnes pratiques. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez fixé des KPI ou est-ce que vous avez observé un avant, un après la mise en place de toute cette procédure, au-delà de l'aspect opérationnel? Est-ce que vous avez mesuré une amélioration sur un certain nombre d'aspects? Est-ce que vous les avez définis en amont? Alors, comment vous faites sur cet aspect-là? Au niveau de cet outil, l'outil était de maîtriser le budget. Donc, on n'a pas forcément réduit les coûts sur AWS. Maintenant, pour notre comptabilité, quand elle a besoin de savoir comment sont utilisées les ressources, on peut lui extraire très facilement les informations par compte. On sait qui sont nos clients, qui sont les comptes projets, qui sont les comptes utilisateurs, et ils ont une visibilité accrue là-dessus. Dès le départ, vous avez adopté ce modèle-là lors de votre utilisation d'AWS. Avant, c'était fait à la mano, c'était manuel. Voilà. En 2011, on avait deux gestionnaires principaux qui, en fonction de leur temps, créaient les comptes. Moi, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de comptes, beaucoup de données, et c'était un peu l'anarchie. Et on s'est retrouvé dans un goulot d'étranglement où on avait énormément de consommation qui ne devait pas l'être. Donc, quand on a changé de paradigme et qu'on a développé cet outil, bien évidemment, il y a eu une phase où on a dû réintégrer les comptes utilisateurs, soit qui avaient été créés par les consultants à côté, soit qui étaient encore des utilisateurs IAM, et on leur a produit des comptes personnels. Voilà, donc vous avez une phase quand même de transfert entre une gestion monocompte et une gestion multicompte. Et du coup, je vais en profiter pour une troisième et dernière question. En termes de change, souvent, quand on change de ce genre de procédure, on peut avoir des freins, on peut avoir en face des gens qui sont réfractaires. Est-ce que vous avez eu... Alors, en fait, vous changez d'un utilisateur IAM à un compte complet. Donc, pour l'utilisateur, il a toujours accès à ses ressources. Il a la liberté d'expérimenter comme il le veut. Nous, derrière, au niveau des règles d'utilisation, on les définit un peu en se coordonnant avec les besoins de nos consultants. C'est plus par restriction en cas de piratage ou de sécurité que l'on va, par exemple, interdire la zone ASI.
Mais si on a des projets, on a eu des projets qui se sont faits en zone Asie, il n'y a aucun problème pour qu'ils expérimentent et ainsi de suite. Les restrictions sont faites de manière à ce que nous, on se sente... comment dire, on se sent à l'aise sur la gestion de nos comptes, mais si l'utilisateur a un besoin spécifique, les règles que l'on a vues, les règles SCP que vous voyez ici, moi mes règles, alors je suis désolé c'est un peu petit, les règles elles sont appliquées de manière globale, mais vous pouvez aussi les appliquer par compte. Et à ce moment-là, un Xebian vient nous voir et il a besoin d'un besoin particulier qui est restreint, pas de souci. Merci à vous. S'il n'y a plus de questions.